Est-ce que Bitcoin est réellement inarrêtable? Et pourquoi est-ce que certaines personnes préfèrent n'investir que dans le Bitcoin en délaissant toutes les autres crypto-monnaies? Pour répondre à ces questions, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Parce que oui, les gars, c'est à vous de faire grandir la communauté crypto africaine. Si jamais vous voulez vraiment que la crypto-monnaie soit la monnaie du futur ou que la crypto-monnaie soit une monnaie référence, il faudra que vous puissiez vous aussi mettre la crypto-monnaie en avant en vulgarisant. Et pour vulgariser, c'est en partageant des chaînes YouTube crypto-monnaie africaine. Du coup, si vous voyez un YouTuber qui parle de crypto-monnaie, qui le fait bien et que vous savez que son message peut porter et peut informer les autres, partagez ces vidéos, les gars. Partagez les vidéos dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook pour que la plupart des gens sachent et comprennent ce que c'est que la crypto-monnaie de façon fondamentale. Alors, l'objectif ici étant de savoir si Bitcoin est réellement inarrêtable et de savoir pourquoi est-ce que les gens préfèrent Bitcoin. La plupart des gens, bon, je ne vais pas dire la plupart des gens, mais un grand nombre de personnes qu'on appelle les Bitcoin maximalistes sont des personnes qui préfèrent juste investir uniquement dans Bitcoin parce qu'ils considèrent que les autres altcoins ne sont que des shitcoins. Ah oui, ça veut dire que même quand on parle d'Ethereum, ces gens-là considèrent que Ethereum c'est un shitcoin. Mais je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo quelle est la vision et ce qui pourrait justement amener ces personnes à le penser. Alors du coup, mon explication va s'articuler sur deux points fondamentaux. Le premier point, c'est de savoir si Bitcoin peut être arrêté par des États et des gouvernements. Est-ce que c'est possible qu'on puisse bannir Bitcoin par exemple? Et deuxième point, c'est de savoir si Bitcoin peut être piraté par un hacker par exemple. Mais avant de continuer, je pense que l'idéal serait d'abord que je vous explique comment fonctionne Bitcoin fondamentalement. Comme ça, lorsque vous allez comprendre tout ça, plus tard, lorsque je vous donnerai des informations, vous allez mieux les comprendre, mieux les cerner et mieux les appréhender. Et si jamais il y a des choses que je dis plus tard ou des mots que j'utilise plus tard que vous ne comprenez pas, vous pourrez simplement revenir à cette partie de la vidéo où j'explique comment fonctionne Bitcoin pour mieux comprendre ce que je dis. Alors pour vous expliquer en fait simplement ce que c'est que la blockchain, je vais juste prendre une analogie avec le système bancaire. C'est ce que je fais d'habitude. Lorsque vous faites une transaction bancaire, vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un. La banque va en fait prendre vos transactions et la mettre dans un registre. Ce registre en fait va stocker toutes les transactions qui ont été faites dans la banque. C'est-à-dire que lorsque vous avez un paiement que vous avez eu à faire, vous pouvez en fait aujourd'hui partir à la banque et reconsulter ce paiement-là parce qu'il est noté dans un registre. Est-ce que vous voyez? Mais ce registre-là en fait, qui stocke toutes les transactions effectuées dans la banque, ce registre-là n'est détenu que par la banque en fait. Ça veut dire qu'il n'y a que la banque qui a accès à ce registre-là et qui peut donc par l'occasion manipuler les informations qui sont écrites à l'intérieur de ce registre-là. Et vous, en tant qu'externe à la banque, vous ne pouvez pas vérifier si jamais une information a été falsifiée, vous ne pouvez pas le savoir. Vous allez pouvoir de mémoire vous en rappeler, mais les preuves écrites sont plus précieuses et plus importantes que les preuves orales. Donc si jamais devant un juge, vous allez dire que non, je me rappelle que, non, la banque va venir avec le relevé et va dire non, voilà ce qui est écrit. Est-ce que vous voyez un peu? La banque peut falsifier en fait un registre parce que c'est la banque qui détient le registre. Et c'est ça en fait qu'on appelle la centralisation. C'est-à-dire que l'information est détenue à un seul endroit. Et c'est une entité en fait qui va contrôler tout le système. Et nous les utilisateurs, on ne va pas du tout avoir de contrôle là-dessus. Du coup, lorsque vous faites une transaction bancaire, elle est détenue dans un registre et ce registre-là, il est ce qu'on appelle centralisé. Ce registre est détenu que par la banque, par une seule institution et à un seul endroit. Maintenant, la blockchain, c'est quoi et quel est son avantage par rapport au registre bancaire? C'est que la blockchain, en fait, c'est ce même registre bancaire-là, sauf qu'à la différence, on ne va pas avoir des transactions bancaires normales, on va avoir des transactions en crypto-monnaie. Si on est sur la blockchain Bitcoin, on aura des transactions en Bitcoin. Et lorsque vous allez faire une transaction sur la blockchain, ces transactions-là seront notées dans un registre qui sera consultable par tous. Ça veut dire que là, on n'est plus sur un registre qui est détenu par une seule personne, par une seule entité, mais le registre en fait Bitcoin est détenu par tous les utilisateurs Bitcoin. Ça veut dire que vous aujourd'hui, tout de suite à l'instant T, vous pouvez aller sur Google, consulter la blockchain Bitcoin et regarder les transactions qui se font à l'instant T. C'est un registre qui est ouvert à tous. Du coup, vu qu'il est ouvert à tous, il est consultable et lorsque une information là-dessus est falsifiée, n'importe qui peut en être informé parce que c'est décentralisé et c'est open source. Open source, c'est que n'importe qui peut consulter les informations qui ont été faites et mises là-dessus. Du coup, la blockchain, c'est un registre qui permet de stocker des informations. Les informations ici que l'on stocke dans la blockchain, ce sont des transactions de façon transparente. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut consulter les transactions
Transparente, sécurisée. Pourquoi? Parce que vu que la blockchain en fait est une technologie qui peut être consultée par tout le monde, ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui est falsifié, il y aura facilement la possibilité de rectifier l'erreur ou bien de remarquer que là il y a un problème. Et il faut comprendre que la blockchain en fait, c'est maintenant là qu'on va expliquer le mécanisme en fait de comment fonctionne une transaction sur la blockchain. C'est qu'on a ce qu'on appelle les mineurs et les nœuds. Maintenant, lorsque vous êtes en fait dans un système bancaire et que vous faites une transaction, ce qui se passe, c'est que c'est la banque qui va vérifier et valider la transaction. Ça veut dire que la banque va s'assurer que vous avez bel et bien la bonne somme dans votre compte, va s'assurer que la personne en face peut réellement recevoir de l'argent et lorsque tout sera bien, la banque va valider la transaction parce que les informations des deux côtés seront bonnes. Du coup, en fait, c'est la banque qui va sécuriser la transaction et s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Maintenant, sur la blockchain, vu qu'on est dans un système décentralisé, ce n'est pas une seule entité qui va sécuriser une transaction, mais c'est plusieurs entités à la fois. Et ici, on va parler de ce qu'on appelle les mineurs et de ce qu'on appelle les nœuds. Parce qu'en fait, ce sont les mineurs et les nœuds qui assurent la sécurité et l'intégrité sur une blockchain. Comment ça se passe en fait concrètement? Lorsque tu vas faire une transaction en Bitcoin, comprends que ta transaction va être mise dans un pool parce que tu n'es pas le seul à faire la transaction. Il y a plusieurs personnes en même temps que toi qui font la transaction. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la transaction qui va payer le plus de frais, c'est celle-là qui va être traitée en priorité. Maintenant, lorsque la transaction va être traitée, qui va traiter la transaction? Ce sont les mineurs maintenant qui vont pouvoir traiter la transaction pour pouvoir la valider. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que lorsqu'une transaction est effectuée sur la blockchain, la transaction en question est d'abord codée. C'est-à-dire que la transaction n'est pas faite directement quand on voit que non, Ali envoie de l'argent à Marie. Non. La transaction, elle est codée de sorte à ce que n'importe qui peut voir qu'il y a une transaction qui a été faite, ok, mais ce n'est pas n'importe qui peut la lire et qui peut la valider. Pour pouvoir valider l'information, il faut d'abord la lire. Mais comment faire pour la lire? Ce sont les mineurs qui vont justement utiliser leur puissance de calcul pour pouvoir décoder la transaction. Une fois qu'elle est décodée, elle peut être lue et validée. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Du coup, c'est pour ça que les mineurs, ce ne sont pas des personnes, des êtres humains, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de mineurs, c'est des êtres humains ou bien ce sont des personnes qui sont dans les mines. Non, quand on parle de mineurs en crypto-monnaie, on parle en fait là des machines en fait qui effectuent des calculs mathématiques très rapides pour pouvoir décoder en fait une transaction. Et lorsque le mineur arrive à décoder la transaction, il peut créer le prochain bloc. Parce que justement, la blockchain, c'est justement un ensemble de blocs, une chaîne de blocs. C'est pour ça qu'on dit blockchain pour chaîne de blocs. Donc, dans chaque bloc, en fait, il y a une certaine quantité de transactions qui vont être ajoutées. C'est un peu comme sur une feuille. Imagine un peu sur une feuille, tu écris et lorsque la feuille s'est remplie, tu tournes la page. C'est la même chose. Lorsqu'un bloc est rempli, on passe à un bloc suivant. Mais tous les blocs, en fait, sont liés par ce qu'on appelle un hash. Et ce hash-là, en fait, c'est une ADN. Ça veut dire que le premier bloc, il est lié au deuxième bloc par quelque chose, en fait, par une sorte de chaîne qu'on va appeler ici un hash. Ce qui fait que si tu modifies ce bloc-là, tu modifies aussi ce bloc-là, en fait. Et comme c'est une chaîne de blocs, si tu modifies un bloc, tu modifies toute la chaîne en fait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de blockchain. Donc revenons à notre explication, on disait tout à l'heure que lorsque le mineur a réussi à décoder la transaction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la lire, la valider et ensuite va créer le prochain bloc. Et donc du coup, lorsque le mineur sur Bitcoin va créer le prochain bloc, non seulement il va être récompensé parce que oui, c'est une compétition entre les mineurs. Le premier mineur qui réussit à décoder la transaction, c'est lui qui réussit à créer le prochain bloc. Et ça se passe chaque 10 minutes. Du coup, quand il crée le prochain bloc, forcément, il reçoit des récompenses parce que c'est chaque 10 minutes qu'on crée le nouveau Bitcoin. Mais ça, pour bien le comprendre, il faut regarder la vidéo que j'ai fait sur le cycle de marché. C'est vraiment très important pour que vous puissiez comprendre intrinsèquement ce qui se passe. Du coup, lorsqu'il crée le prochain bloc, pour que les transactions soient ajoutées dans ce bloc-là, et qu'elle soit validée et mise sur la blockchain définitivement, l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut que les nœuds valident. Et les nœuds, c'est quoi en fait? Les nœuds, en fait, ce sont simplement des copies de la blockchain qui sont un peu partout dans le monde. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu peux prendre ton ordinateur et télécharger la blockchain dans ton ordinateur qui va être un nœud. Tu vas être un nœud du réseau. Ça veut dire que lorsque le mineur a créé le prochain bloc, pour que les transactions soient ajoutées dans ce bloc-là et soient ajoutées dans la blockchain définitivement, il faudrait que lorsque le mineur a validé les transactions et qu'il a dit que ces transactions-là sont bonnes, que les nœuds s'assurent que c'est réellement bon dans toutes les copies de la blockchain dans le monde. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as par exemple ton ordinateur où tu as ton nœud. Il faut que toutes les personnes qui ont leur ordinateur où il y a leur nœud là, sur ordinateur, sur PC,
puissent avoir la validation et la certitude que toutes les copies de la blockchain soient les mêmes. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça veut dire en fait que l'information n'est pas validée et contrôlée par une seule entité, mais c'est plusieurs entités en fait qui se mettent ensemble pour avoir une même version de l'information. Et si tous les nœuds n'ont pas la même version de l'information, ça va créer une anomalie, un problème. Du coup, en fait, lors d'une transaction, c'est ce nœud-là en fait qui assure la pérennité du système. Les mineurs qui sont là pour valider les transactions et créer les prochains blocs, et les nœuds qui sont là pour vérifier que la version des informations est la même sur tous les nœuds du réseau. Du coup, maintenant, je pense que c'est un peu plus clair lorsque je dis que la blockchain, c'est une technologie de stockage qui permet de stocker des transactions en Bitcoin. Là, on parle de Bitcoin, qui est transparente parce qu'elle est consultable par tous, décentralisée parce qu'elle n'est pas à un seul endroit, il y a plusieurs nœuds sur le réseau. Cette décentralisation-là contribue à sa sécurité et le fait que la blockchain soit transparente fait en sorte que tout le monde peut avoir accès à la blockchain. Et donc, du coup, Bitcoin peut être réglé, réparé et mis à jour à l'instant T parce que justement tous les acteurs du réseau sont là et peuvent avoir accès à l'information. N'importe qui peut venir contribuer au code Bitcoin parce que c'est open source. Le code, il est ouvert à tous. Si tu as vu que sur le code on peut améliorer quelque chose, toi tu peux venir proposer une amélioration et la communauté Bitcoin en fait va pouvoir voter pour ton amélioration. Les nœuds du réseau vont pouvoir valider ou pas ton amélioration. Du coup, vu que c'est open source, il y a une évolutivité vraiment très grande au niveau de ce que les gens peuvent apporter pour le développement du réseau. Donc à partir de là, je pense que vous avez très bien compris comment fonctionne maintenant la blockchain Bitcoin et que ce sera maintenant plus simple pour vous de comprendre tous les points que je vais aborder par la suite. Alors, est-ce que c'est possible que le gouvernement puisse bannir Bitcoin? La réponse c'est oui. C'est possible qu'un gouvernement puisse bannir Bitcoin, donc interdire en fait le fait de l'utilisation de Bitcoin dans son pays. Mais en fait, intrinsèquement, en fait, si vous comprenez bien ce que j'expliquais tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est pas possible en fait de bannir Bitcoin. On peut bannir l'utilisation du Bitcoin, mais on ne peut pas bannir Bitcoin d'un pays. Ça reviendrait à bannir Internet. Tu ne peux pas bannir Internet d'un pays. Tu peux bannir l'utilisation d'Internet. Du coup, même si tu as réussi à bannir Bitcoin, tu as banni en fait au niveau de ta loi. Ok, d'accord. Mais au niveau de l'utilisation, chaque utilisateur peut continuer d'utiliser Bitcoin, que tu le veuilles ou pas. Parce que Bitcoin est lié à Internet. Bitcoin est décentralisé. Il est partout. C'est comme Internet, les gars. Du coup, lorsque tu parles de réseau, c'est pas palpable, tu ne peux pas attraper Bitcoin. De plus, sur Bitcoin, en fait, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de leader charismatique à arrêter. Donc, qui va arrêter quoi? Bitcoin, c'est simplement une idée. Et on ne peut pas arrêter une idée. On ne peut pas déconstruire et désinventer Bitcoin. Donc, fondamentalement, tu ne peux pas arrêter Bitcoin. À part si tu dis oui, tu bannis Bitcoin, mais tu vas faire que bannir Bitcoin en disant que tu bannis Bitcoin, mais tu ne vas pas pouvoir bannir l'utilisation de Bitcoin. Donc du coup, lorsqu'un gouvernement dit qu'il bannit Bitcoin, oui, il peut bannir Bitcoin de façon apparente, mais de façon fondamentale, intrinsèque, chaque utilisateur pourra continuer d'utiliser Bitcoin depuis son téléphone. Il suffit qu'il ait Internet et il pourra avoir accès à la blockchain Bitcoin. Donc on peut pas fermer l'entreprise Bitcoin parce qu'il n'y a pas d'entreprise Bitcoin. On ne peut pas arrêter le fondateur de Bitcoin parce qu'il n'y a pas de fondateur Bitcoin. Satoshi Nakamoto, il a créé Bitcoin et il s'est barré. On ne peut pas arrêter quelqu'un, on ne peut pas arrêter une institution, on ne peut pas arrêter un groupe de personnes. Bitcoin, c'est comme Internet, les gars. Lorsqu'un pays, un gouvernement ou un État interdit Bitcoin, c'est lui-même qui se ferme aux opportunités qu'il aurait pu saisir en utilisant Bitcoin au sein de son pays, au sein de son État, pour le développement de tout. Mais vu que les gouvernements aujourd'hui veulent simplement avoir le contrôle sur leur population, tout ce qu'ils veulent, c'est bannir cette monnaie-là parce que cette monnaie-là, c'est une monnaie libérale. Mais ils ne peuvent pas et ils le savent. Voilà pourquoi tous les jours, à chaque fois qu'il y a un bear market, vous allez entendre les médias qui vont dire Bitcoin est mort. Depuis que Bitcoin existe, ça fait 13 ans, à chaque fois qu'il y a un bear market ou bien s'il y a une petite news négative sur le réseau Bitcoin, c'est fini. Tout le monde va dire Bitcoin est mort, Bitcoin est mort, Bitcoin est mort. Ça fait 13 ans que ça dure, les gars. 13 ans. Et voilà pourquoi je vous dis, les gars, il ne faut pas vous fier aux news, à ce que vous voyez dans les médias. Là. Ça n'a pas de sens du tout parfois. Ils vous donnent une information alors que la réalité, c'est l'inverse de ce qui est dit, en fait. Du coup, faites très attention, les gars. Est-ce qu'un État peut bannir Bitcoin? Oui. Est-ce qu'il peut empêcher les citoyens de leur pays à utiliser Bitcoin? Fondamentalement non. À part si ils vous surveillent tous, genre il vient, il prend ton téléphone, montre-moi ton téléphone, montre ton application. Là peut-être oui, hein. Mais je pense qu'un pays qui a plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'habitants, tu vas pas faire un contrôle comme ça à tout le monde, tu vois. Et du coup, on peut partir du principe qu'un gouvernement pourrait interdire l'utilisation du minage de Bitcoin. Donc, un gouvernement pourrait interdire que les fermes de minage se développent dans leur pays, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les fermes de minage, ce sont des entreprises qui payent des taxes. Du coup, lorsque tu bannis une ferme de minage, ben elle peut aller simplement, elle peut migrer vers un endroit où elle sera acceptée et payer les taxes là-bas, tu vois. Donc, du coup, oui, tu vas te fermer à l'utilisation du Bitcoin, mais tu vas te fermer aussi au fait d'avoir plus de taxes.
C'est ce que les gouvernements font, la plupart. Comme gouvernements qui ont fait cette grosse erreur-là, je pense qu'il y a l'Irak, le Maroc, je pense bien qu'il y a la Tunisie aussi. Voilà, donc la plupart, en tout cas, il y a plusieurs pays qui ont banni Bitcoin. Mais en fait, ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent, mais que voilà, il y a des raisons économiques derrière et politiques. Le deuxième point, en fait, très évoqué souvent, c'est l'attaque des 51. Ça veut dire quoi? Que sur la blockchain, en fait, la possibilité de contrôler le réseau Bitcoin, c'est lorsque tu peux contrôler plus de 51% de la puissance de calcul, qu'on appelle le hash rate. Lorsque les mineurs, en fait, vont réussir à décoder la transaction qui a été faite sur le réseau, ben, en fait, c'est que tous ces mineurs-là vont dégager une certaine puissance de calcul. Et c'est celui qui aura la puissance de calcul la plus élevée qui va donc potentiellement pouvoir trouver la solution avant tout le monde. Mais lorsque tu veux pirater Bitcoin, tu peux en fait avoir plus de 51% de la puissance de tout le réseau. Donc imagine un peu que toi tu es un mineur, que ton voisin est un mineur et que tous les autres restes du monde sont des mineurs. Tu vois, toute cette puissance de calcul accumulée, il faudra que quelqu'un puisse avoir plus de 51% de cette puissance de calcul-là pour réussir à pirater Bitcoin, tu vois. Mais c'est quasiment impossible parce qu'il y a tellement d'ordinateurs qui sont déjà positionnés et qui font du minage en même temps. Et ces ordinateurs-là sont tellement décentralisés que pour une entité, une seule entité, ce serait difficile d'avoir autant de matériaux informatiques pour arriver à ce niveau de puissance de calcul-là, tu vois. Le réseau Bitcoin se décentralise tellement de plus en plus que c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Même pour le plus grand pirateur ou bien pour le plus riche du monde, avoir autant de matériaux informatiques pour pouvoir faire ça, c'est quasiment impossible. Et de plus, il faut bien comprendre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que ce ne sont pas les mineurs. Donc la puissance de calcul, c'est pas ça qui contrôle le réseau, c'est pas ça qui valide les transactions. Même si tu as réussi à avoir 51% de la puissance de calcul, il faudra que tu puisses également avoir le contrôle sur les nœuds, que tu puisses avoir 51% du nombre de nœuds sur le réseau. Et ça, c'est quasiment impossible parce que les nœuds, n'importe qui peut être un nœud. Toi, aujourd'hui, tu peux prendre ton ordinateur et être un nœud du réseau en téléchargeant la blockchain Bitcoin sur ton PC. Ça contribuerait à la décentralisation du réseau Bitcoin. Donc, du coup, dire qu'une personne va réussir à avoir plus d'ordinateurs sur le réseau que le nombre de nœuds actuels, il y en a plus de 15 000 nœuds pour pouvoir valider les transactions et pouvoir falsifier, ben c'est quasiment impossible. Parce que ce sont les nœuds en fait qui vont pouvoir valider une transaction frauduleuse. Du coup, pour pouvoir valider une transaction frauduleuse, il faudra que tu aies plus d'ordinateurs que tout le réseau, les gars. Et ça, tu vois, c'est quasiment irréaliste. C'est pas impossible, peut-être que c'est possible, tu vois, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. Voilà pourquoi en fait, Bitcoin est très décentralisé et le fait que ce soit facile d'être acteur de la décentralisation de Bitcoin fait que Bitcoin, c'est waouh. Il y a aussi la possibilité de hacker l'encryption des clés privées. Ça veut dire que lorsque tu as un portefeuille crypto, tu vois, tu as des clés privées, tu vois. Et tes clés privées là sont générées par un encryptage. Et cet encryptage là, vu que tu génères les clés privées, si quelqu'un réussit à pirater cet encryptage là, il pourra justement avoir toutes les clés privées qui vont être générées par la suite. Du coup, hacker, ce qui permet de créer les clés privées des gens, ce serait hacker les portefeuilles de beaucoup de personnes, donc pouvoir potentiellement contrôler le réseau. Et justement, par rapport à ça, beaucoup de personnes parlent de l'ordinateur quantique. Parce que l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui pourra permettre de faire des calculs tellement élevés, à des degrés tellement élevés, que ce sera possible potentiellement de pouvoir hacker ça. Mais comprenez que l'ordinateur quantique n'est pas encore réalisable en fait. Il n'y a pas encore d'ordinateur quantique. Et si un ordinateur quantique se crée, ça veut dire que ce système d'encryptage-là, qui est appliqué à des secteurs comme la finance, à des secteurs comme les bases de guerre, etc., ça va pouvoir, en fait, l'ordinateur quantique va pouvoir pirater tous ces secteurs-là. Si quelqu'un réussit à avoir l'ordinateur quantique, c'est qu'il sera capable de hacker tout. Du coup, la disparition du Bitcoin sera assimilée à la disparition d'Internet et la disparition de tous les systèmes sécurisés en fait. Mais il est également possible que Bitcoin puisse s'adapter avec le temps à l'évolution de la puissance de calcul par rapport à un ordinateur quantique. Et donc, du coup, les gars, c'est par rapport à tous ces éléments-là que Bitcoin est réellement hyper sécurisé. Parce que plus il y a de mineurs, plus la puissance de calcul est élevée. Plus il y a de personnes qui comprennent l'utilité de Bitcoin, plus il y a de personnes qui seront amenées à pouvoir avoir des nœuds sur l'ordinateur et donc à décentraliser de plus en plus le réseau. Et plus le réseau est décentralisé, moins il est correctible parce que plus il y a de nœuds, plus ce sera difficile d'avoir plus de 51% de ce nombre de nœuds-là. Plus il y a de puissance de calcul, plus ce sera difficile d'avoir plus de 51% de la puissance de ces nœuds-là. Même lorsqu'un pays veut bannir Bitcoin, ça n'empêche jamais Bitcoin de se développer et ça n'empêche pas les personnes de ce pays-là à continuer d'utiliser Bitcoin. Et on a vu qu'en cas de fin de Bitcoin, que l'on puisse pirater Bitcoin, ce serait réellement la possibilité de pirater également tous les autres systèmes de sécurité actuels. C'est réellement compliqué et du coup, je vous invite à également faire des recherches par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo pour vraiment approfondir vos connaissances sur le sujet et comprendre à quel point Bitcoin, c'est la référence en fait, c'est la base. Très peu de crypto-monnaies sur le marché, sinon aucune,
ont autant de sécurité et de décentralisation que Bitcoin. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie dans laquelle, quand vous investissez, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce que personne ne va vous dire que non, le fondateur du projet, il est décédé, donc le projet n'avance plus. Personne ne va vous dire que non, un gouvernement a arrêté l'équipe derrière un projet. On peut pas vous dire qu'on a arrêté l'équipe derrière Bitcoin parce qu'il n'y a pas d'équipe derrière Bitcoin. Si tu veux arrêter l'équipe derrière Bitcoin, tu arrêtes toutes les personnes dans le monde entier qui utilisent, sécurisent et protègent Bitcoin. C'est quasiment impossible. Du coup, ces différentes caractéristiques-là font que derrière Bitcoin, il n'y a personne. Derrière Bitcoin, il y a tout le monde. En fait, si vous avez compris ce que j'ai dit là, vous avez compris Bitcoin en fait. Et c'est ça qui fait la puissance de Bitcoin. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo les gars. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!